Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient d'effectuer son dernier match de la saison contre le Vissel Kobe, l'occasion de voir de très belles images et surtout de très belles retrouvailles. Et l'occasion aujourd'hui pour nous de dresser un bilan de ce Barça qu'on aura suivi sur toute la saison. Ça commence maintenant dans l'analyse. Petite interlude pour te dire de ne pas hésiter à liker la vidéo si elle te plaît et par la suite t'abonner, ça donne un petit coup de boost à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Au Barça, comme pour le Paris Saint-Germain, on a été sur une saison longue. Le PSG, on a été sur une dynamique qui a fait hop 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 hop. Au Barça, on a plus été sur une dynamique comme ça. N'empêche que la saison a été longue et elle commence dès l'été 2022. Commençons par rappeler l'état de forme de ce Barça. Tout d'abord, rappelons que Xavi est sur sa première saison entière du côté du Barça. Il était arrivé en cours de saison 2021-2022. Là, il arrive directement. Il est déjà au Barça. Il peut préparer son mercato, préparer bien son équipe, son effectif pour cette saison. On rappelle qu'au niveau du mercato, les fameux leviers économiques qui ont fait beaucoup de bruit du côté du Barça, qui nous ont permis de recruter du Lewandowski, du Rafinha, du Koundé et d'avoir un mercato intelligent sur certains joueurs libres comme du Christensen et du Kessié. Petit défaut durant ce mercato, on n'arrive pas à se débarrasser de nos anciens, des Busquets, Alba, Piqué, dont on parle depuis déjà pas mal de temps et dont on dit déjà qu'ils ne sont plus adaptés au football moderne depuis très longtemps. Un défaut qui ne va pas changer notre objectif du début de saison. Notre objectif, c'est bien sûr de retrouver et de remporter la Liga qu'on n'a pas gagnée depuis 2 saisons et évidemment de redorer notre image sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions, puisque l'année précédente, on en avait été éliminé dès les phases de poule. Ce sont les éléments de début de saison, le mercato, Xavi, les objectifs. Maintenant, place à ce qui se passe sur le terrain. Pour ce qui se passe sur le terrain, on va diviser ça en plusieurs parties et on commence par ce qui se passe avant la Coupe du Monde et notamment en Liga. Pour ce qui se passe en Ligue des Champions, vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Ce qui se passe en Liga avant cette Coupe du Monde, c'est qu'on est sur un Barça qui se cherche encore, notamment dans différentes animations. Xavi veut rester sur un 4-3-3 pour l'instant, donc avec 3 vrais milieux et 3 vrais attaquants. Et sur les ailiers, on est sur du Dembélé ou du Rafinha, du Dembélé ou du Torres, du Rafinha ou du Torres quelquefois. Mais essentiellement, on sait qu'il y a toujours Dembélé qui est mis ailier droit. Chose qui va être très importante pour le Barça parce que ce Barça, offensivement, n'existe que grâce à Dembélé sur ses premières semaines, ses premiers mois. Un Barça qui joue certes bien, qui commence à entamer des pressings assez intéressants, mais qui offensivement, dans les 30 derniers mètres, confie tout à Dembélé et a une totale dépendance en Dembélé. L'idée vraiment de Xavi à ce moment-là, c'est d'avoir une équipe qui est très équilibrée. On a un Koundé qui va être à droite, qui va vraiment être un joueur qu'on va lui demander de pas trop monter. Baldé à gauche, c'est tout doux mollo et chacun vraiment à son poste. On essaie de pas trop bouger. On donne des ballons à Dembélé. Lui, il a le droit d'essayer de déséquilibrer et un peu de bouger. Sinon, le reste, vous restez vraiment quadrillé. Et on essaye vraiment d'avoir une stabilité dans le jeu, une stabilité dans les résultats, un équilibre d'équipe. Et ensuite, on verra pour un peu plus de liberté. Mais d'abord, on reste bien carré. Et figurez-vous que cette stratégie, elle va fonctionner. Parce que le Barça, sur ses premières semaines, sur ses premiers mois, on joue au chien et à la souris avec le Real Madrid, premier, deuxième. Et puis au bout d'un moment, arrive à peu près 3-4 journées avant la Coupe du Monde, on passe devant le Real Madrid qui, eux, se viandent un peu parce qu'il y a beaucoup de joueurs chez eux qui commencent un peu à déjouer et à penser à la Coupe du Monde. Et on passe devant et on prend la tête du championnat avec seulement à ce moment-là qu'une seule défaite en championnat. Malheureusement, cette seule défaite, elle est contre le Real Madrid, le seul gros adversaire qu'on a affronté en Liga à ce moment-là. Et vous allez voir que ça signifie beaucoup de choses parce que dans une autre compétition très importante où il y a des grosses équipes, là aussi, on s'est bien rétabli. Et oui, désolé, on va en parler, mais c'était inévitable. L'échec, une deuxième année consécutive du Barça pour se qualifier en 8e de la Ligue des Champions. C'est un énorme tollé, un énorme échec pour le Barça, surtout qu'on sait que cette année, c'était très important au niveau également économique, en plus de redorer notre image. Et oui, pour certains, il y avait des excuses. Bien évidemment, tout d'abord, le groupe, avec l'Inter Milan qui se retrouve d'ailleurs en finale de Ligue des Champions cette année et le Bayern Munich. Il y avait également les excuses des blessures. Évidemment, on n'avait pas Araujo et Christensen qui sont très importants, et quand tu as Piqué dans ta défense centrale avec du Garcia ou du Alonso, évidemment
que c'est pas la même chose, mais je trouve que ça ne justifie pas tout. Quand au début de saison, tu choisis de conserver du Busquets, du Piqué, du Alba et que tu sais que c'est des joueurs qui sur la scène européenne ne sont plus adaptés à ce qui se fait actuellement dans l'intensité, tu sais que c'est une erreur qui va avoir des répercussions. Quand tu continues à acheter des joueurs comme Garcia, comme Alonso, qui tu sais ne sont pas de ce niveau-là, ou au moins que tu aurais dû remarquer qu'ils ne sont pas de ce niveau-là, il ne faut pas t'attendre après quand tu les mets titulaires contre ces grosses équipes que je viens de vous citer, que ça se viande. Quand tu as une animation offensive que tu n'as pas assez travaillé, que tu as un Lewandowski qui est fantomatique sur tous ces matchs importants-là, que ce soit contre le Bayern ou l'Inter Milan, les matchs allés, les matchs retour, Lewandowski, là ça a été très très grave. Qu'on a un jeu qui, comme je l'ai dit, est sur une Dembélé dépendance surtout à ce moment-là de la saison et qu'on joue des équipes qui sont d'un niveau beaucoup plus élevé et qui comprennent les gars que si tu prends Dembélé du côté du Barça dans les 30 derniers mètres, tu n'auras aucun souci et il n'y aura aucune création de danger de la part du Barça. Évidemment que tu ne peux pas justifier cette élimination juste sur certaines blessures, certes de joueurs importants et sur un groupe qui a été d'un très très haut niveau. C'est donc, comme je l'ai dit, un énorme échec pour le Barça qui conclut donc cette première partie de saison en tête certes de la Liga, mais avec cet énorme tollé de l'élimination en Ligue des Champions. La deuxième partie de saison du Barça commence et elle commence par une assez bonne nouvelle quand même, c'est le départ de Piqué. Dieu bénisse le départ de Piqué. Et une deuxième autre très très bonne nouvelle, c'est que Xavi il a réfléchi. Il a réfléchi pendant cette Coupe du Monde et il a trouvé une chose très très intéressante, c'est de jouer avec ses 4 milieux de terrain. Les 4 milieux de terrain que sont Pedri, Gavi, De Jong et Busquets. Notamment pour permettre à Busquets d'avoir plus de liberté sur le terrain et que ses défaillances surtout dans l'intensité se voient moins parce que tu vas mettre un De Jong à côté de lui qui va pouvoir l'épauler. Avec ce système, on retrouve un Barça très très flamboyant pendant une période de 1 mois et demi, 2 mois, où on a un Barcelone qui est très très mobile, avec du Pedri qui se balade un peu partout, du Gavi qui se balade un peu partout, certes De Jong qui est attaché à son Busquets pour pas que ça parte, mais on voit que ça change. On n'est plus sur le Barça qui est une Dembélé dépendance, ça joue que sur lui. Offensivement, on voit aussi que Baldé de plus en plus il se projette, donc sur le côté gauche, on voit de plus en plus de choses. On a un Lewandowski qui continue un peu à marquer, qui est en tête des buteurs de la Liga, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, en Liga en tout cas, Lewandowski, ça passait à ce moment-là. Mais pour ce qui est de l'animation de l'équipe, comme je l'ai dit, on retrouve vraiment des matchs très très intéressants, avec au sommet, on a cette confrontation contre le Real Madrid en Supercoupe d'Espagne, victoire 3-1, rien à dire, c'était une masterclass de la part du Barça. On a également cette solidité défensive qu'on retrouve vraiment à un niveau très très élevé avec Araujo, Christensen qui sont vraiment deux murs et on retrouve un Ter Stegen d'un niveau très important. Donc c'est 1 mois et demi, 2 mois après la Coupe du Monde, très très haut niveau. Malheureusement, tous les beaux jours ont une fin et même si pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça a été super du côté du Barça, ça va vraiment vite retomber et ça retombe notamment à cause des blessures de Dembélé et Pedri. Certes, une équipe ne doit pas être dépendante que de 2 joueurs et le Barça a continué à gagner malgré leur absence. Mais ces joueurs-là, Dembélé, Pedri, dans les 30 derniers mètres, c'est les seuls joueurs qui sont capables de faire une passe décisive, une passe clé, un dribble important, de casser des blocs bas longtemps dans un match et pas par intermittence. Lewandowski, par sa présence dans la surface, peut être important. Gavi, par son intensité, peut être très intéressant et peut bouger des blocs. Rafinha, des fois par des centres par-ci par-là, il peut également le faire. Mais dans la durée, dans la constance, c'est vraiment Dembélé et Pedri, surtout depuis le début de la saison, qui donnaient cette force offensive au Barça. Leur absence va tout d'abord nous coûter cher en Liga lorsque nous, en tant que spectateurs, on va regarder les matchs parce qu'on va de plus en plus s'ennuyer, mais également dans les matchs très très importants et notamment en Europe contre Manchester United, en Ligue Europa, on va se faire éliminer. Leur absence a été d'une grande importance. Encore une fois, comme pour la Ligue des Champions, ça ne justifie pas tout, mais c'est également un point important. Le Barça qui retourne encore sur un énorme échec lorsqu'il se fait éliminer par Manchester United, qui retrouve aussi un énorme échec lorsqu'il se fait éliminer de la Coupe du Roi par le Real Madrid et qui se prend surtout une énorme claque. On voit le Barça qui a toujours du mal cette année, malgré une bonne année en Liga, à être très bon dans des gros matchs. Comme je vous l'ai dit, on est sur un Barça en Liga où les matchs vont être de moins en moins intéressants. Alors oui, il y a des victoires, oui, on est sur une équipe solide, oui, il y a certains points positifs, mais on s'ennuie quand même très très régulièrement. Il y a des moments où il y a de la lumière qui arrive à sortir, des gestes, des exploits qui arrivent à nous faire sourire, mais dans la globalité, ça commence à devenir très très long à les regarder ces matchs-là.
Il y a malgré tout ça des points positifs durant ces matchs. Bien évidemment, la défense centrale, Araujo, Christensen. Christensen, quelle bonne pioche de l'avoir recruté celui-là. Araujo qui montre que c'est l'un des futurs grands cadors de ce club. On retrouve également un Ter Stegen à un très haut niveau. Et ça, on sait que quand il est à ce niveau-là, c'est très impressionnant. On a un Baldé qui, au fur et à mesure de la saison, arrive à prendre plus de poids, prend plus de place dans le jeu, porte plus le ballon, ose s'aventurer au-delà juste de sa défense et va dans les 30 derniers mètres, arrive à apporter offensivement, porte le ballon, certes sur les centres, c'est pas encore tout à fait ça, mais il apporte de l'intensité, des courses verticales, ça c'est très bon point. Et on a un De Jong aussi, voilà, qui montre que c'est un joueur différent des autres, qui n'importe quel poste tu le mets au milieu de terrain, il va le faire sans broncher, il met de l'intensité, il presse, il joue rapidement, il porte le ballon, il dribble, il s'est bien placé. C'est vraiment la défense centrale Ter Stegen, Baldé, De Jong, les ultra points positifs de cette deuxième partie de saison. Et c'est notamment eux qui vont nous permettre d'être champions, notamment après un match contre le Real Madrid sur la 26e journée de Liga, qui nous permet, il me semble, d'avoir 11 points d'avance à ce moment-là. On est quasiment, on le sait, champion. On reste sur une fin de saison un peu en roue libre. On a beaucoup de points d'avance sur le Real. On finit d'ailleurs champion avec 10 points d'avance. En roue libre, les derniers matchs, on s'ennuie à la mort. On voit très peu de choses, mis à part les joueurs que je vous ai cités précédemment. Mais au moins, on est champion et là-dessus, on peut s'en féliciter. Pour ce qui est du bilan, on le rappelle, en objectif, on avait gagné la Liga et bien performé, redorer notre image en Ligue des Champions. Pour ce qui est de la Liga, c'est très bien ce qu'on a fait. On a masterclass la Liga. Tous les matchs n'étaient pas exceptionnels. On l'a dit, il y a eu des matchs très ennuyants, etc. On est sur une équipe qui a surtout essayé d'être très équilibrée et de ne pas faire des fautes, plutôt qu'une équipe qui prend des risques et qui essaye parfois de se mettre en danger, mais pour être plus attrayante, pour avoir un jeu plus flamboyant. Non, là on est sur un Barça qui se cherche encore. Xavi vraiment qui veut être mesuré dans ce qu'il fait. Un Barça pragmatique, mais qui réussit néanmoins à être champion avec 10 points d'avance sur le Real Madrid. Et ça, c'est pas rien. On remporte également la Supercoupe d'Espagne d'une main de maître. Et ça, c'est pas non plus à négliger parce que ça a été des matchs assez intéressants contre le Betis et le Real Madrid. Et ça, on peut pas nous l'enlever. Pour ce qui est des joueurs qui ont très bien performé, point positif, je vais mettre Baldé dedans, je vais mettre De Jong dedans, je vais mettre la défense centrale dedans, je vais mettre Ter Stegen dedans, Dembélé pour la première partie de saison. C'est les joueurs pour moi qui méritent des très bonnes notes. Pedri, Gavi, c'est aussi bon, mais pour moi, c'est pas forcément meilleur que l'année précédente. Voilà pourquoi je les mettrai pas dedans. Mais voici les joueurs que je mets dans les points très positifs du bilan. Pour ce qui est des points négatifs, vous l'avez deviné, c'est bien sûr l'Europe et les matchs au sommet. J'en ai parlé également du Classico, vous vous en souvenez, en tout début de saison qu'on n'a pas réussi à négocier. Comme je l'ai dit, les matchs pour moi contre le Real Madrid, c'est des matchs niveau Europe. Je ne les vois même pas des matchs espagnols pour moi. Je les vois, c'est des matchs Ligue des Champions, c'est des matchs européens. Et sur ces gros matchs, oui, il y a eu les excuses que je vous ai données avant, mais on n'a pas réussi à être performant. Et sur une deuxième année consécutive, se prendre à peu près les mêmes revers, pour le Barça, ça la fout mal. Autre point très négatif, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est au niveau des blessures du côté du Barça qui nous ont coûté cher. Voilà, même si je ne vais pas tout le temps le prendre pour excuse, c'est pas normal d'avoir un club de ce niveau-là qui a tout le temps ces mêmes blessures à répétition. On est sur un Dembélé qui a été blessé presque 3 mois, avec limite toutes les semaines on disait c'est reculé d'une semaine. C'est quand même bizarre pour un club du Barça d'avoir ce genre de situation. Pareil pour Pedri qui lui a été blessé 2 mois, 2 mois et demi, et c'était un peu pareil le genre de blessure. Christensen blessé très longtemps, Araujo blessé très longtemps, Roberto blessé aussi souvent, De Jong blessé aussi, Kessie est blessé. Pour un club du niveau du Barça, l'infirmerie c'est quand même important. Et là je viens de vous citer beaucoup de non-joueurs et beaucoup de non-joueurs qui sont importants pour le Barça. Et c'est pas normal d'avoir autant de blessures. Je veux dire, les gros clubs qui ont réussi de belles choses cette année, ils n'avaient pas autant de blessés sur la saison. Alors tu peux en avoir quelques-uns, parce que ça peut arriver. Là on a un Baldé qui s'est pris un énorme tacle. Tu peux avoir l'infirmerie que tu veux, l'énorme tacle, n'importe quel joueur, il reste blessé je sais pas combien de mois. Là il n'y a rien à dire. Mais pour ces autres blessures qui sont assez étranges et qui prennent du temps surtout à se remettre en place, ça pose beaucoup de questions. C'est le bilan du Barça sur cette saison 2022-2023, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine ?
Et maintenant, pour le Barça, qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, on est sur un Barça qui va changer d'air d'une certaine manière. On a dit au revoir à Piqué cette année, on a dit au revoir à Alba cette année, on a dit surtout au revoir à Busquets cette année, et ce Busquets va être très important. Que va faire Xavi pour remodeler l'équipe? On a vu que l'équipe surtout qui a bien marché cette année, c'était avec les 4 milieux, je vous les ai cités. Là, il va plus y avoir de Busquets. Du coup, est-ce qu'il va rétablir ce 4 milieux qui a fait en sorte qu'on marche bien? Étant donné qu'on n'a plus Busquets, ça risque quand même de changer. Et pour le Barça, Busquets qui était resté 14 années avec nous, qui a un peu quand même défini la manière dont on a joué, ça va modifier beaucoup de choses et on a hâte de voir comment ça va se passer. On va avoir un mercato qui va être très agité, je le pense, parce qu'on n'a encore pas beaucoup de possibilités de grosses dépenses. Donc, il va falloir faire un mercato très intelligent, jouer sur des recrutements de joueurs libres. Du Martinez, c'est en très bonne voie. Du Gundogan, c'est en bonne voie, même si on ne sait jamais, à tout moment, il peut rester à City. Du Messi, ça va jouer dans les quelques heures. No! Il nous reste certainement un peu d'argent pour faire quelques grosses recrues, mais ça va dépendre de qui on va vendre et à combien on va les vendre. Les Fati, les Rafinha, les Alonso, les Torres, tout plein d'interrogations qu'on va suivre durant cet été, qu'on va suivre ensemble, je l'espère. C'était mon bilan du Barça 2022-2023. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à mettre votre note en commentaire, à partager la vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.